Salut, c'est Gabrielle Caron. Le 15 mai prochain, au Lion d'Or, va avoir lieu le show d'humour J'ai fait un humain. Sur scène, en compagnie de plusieurs humoristes invités et quelques surprises, on vous présente un show qui va vous faire rire, un show à saveur parentale. Fait que trouvez-vous une gardienne puis venez rire avec nous le 15 mai prochain au Lion d'Or. Les billets sont en vente dès maintenant. Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain et sur Patreon. Je pense que si vous écoutez depuis le début de la saison, vous commencez à le savoir. Patreon, c'est quoi? C'est une plateforme à abonnement mensuel qui vous donne des bonus, genre des épisodes en extra ou des épisodes en avance. Donc, allez vous abonner. C'est vraiment abordable et ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici au studio, bien entendu. Aujourd'hui, je rencontre Véronique qui va me parler de son long parcours en fertilité, mais aussi de la naissance de son bébé. Juste avant, j'aimerais prendre le temps de remercier une magnifique partenaire de l'émission, et ça, c'est Annie, la doula ostéo de chez Opaléo. On dirait vraiment une comptine pour enfants, tellement que tout rime, mais Annie, en fait, elle a créé des coffrets pré- et post-nataux pour les mamans, mais aussi pour les conjointes qui veulent accompagner la maman. Et tout ça est accessible gratuitement sur son site Internet, juste pour les auditeurs-auditrices de J'ai fait un humain. Fait que vous avez juste à aller sur son site, opaléo.com, utiliser le code promo humain et bim bam boum, tout est là, gratuit, juste pour vous. Véronique. Allô? Allô? Écoute, tu as une très longue histoire dans ta maternité. Oui. Ma première question pour toi, c'est est-ce que tu le savais que tu aurais des problèmes à concevoir ou ça a été une totale surprise? Totale mauvaise surprise. Comment Ouais. ça s'est passé? Je pense que c'est quand même rare, les gens qui savent qu'ils vont avoir des problèmes. Puis, tu sais, moi, je milite un peu à ma façon là-dessus en parlant et tout ça. Puis, tu sais, j'ai écrit un livre qui parle de ça aussi. Puis, tu sais, je trouve qu'on devrait plus le savoir parce que je trouve qu'on est à une époque quand même où on attend que tout soit parfait. On attend que la carrière soit avancée. On attend d'avoir peut-être une maison, mais d'avoir évidemment trouvé la bonne personne. Donc, tu sais, on essaye souvent, des fois, mi-trentaine, ce qui a été quand même mon cas. Puis là, on tombe des nues, tu sais, en sachant finalement, en comprenant peu à peu. Ça prend quand même du temps aussi là, de comprendre que finalement, ça va être long. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'avais aucune idée, aucune. Fait que j'attendais d'être bien prête. Je pensais d'un mois à l'autre que ça allait fonctionner. Puis là, ben, ça marche pas, puis ça marche pas, puis ça marche pas. Puis tu vas passer des tests. Puis même là, il y avait rien de si flagrant. Moi, je fais de l'endométriose. Donc, probablement que c'était ça le problème. De l'endométriose, c'est à peu près dans le monde une femme sur 10 qui souffre de ça. Donc, souvent, le symptôme, ça va être des douleurs menstruelles quand même assez importantes. Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me rappelle d'être allée au médecin parce que j'avais vraiment mal au ventre quand j'étais menstruée. Puis avec ma mère, tu sais, qui avait été responsable puis qui m'avait amenée au médecin. Puis le médecin, ben un homme, avait dit « ben non, c'est normal d'avoir mal ». Donc moi, toute ma vie, après, j'ai pensé... Tu sais, là, on entend un petit peu plus parler dans les dernières années, mais toute ma vie, moi, j'ai pensé que j'avais juste des menstruations plus douloureuses, c'est ça. Donc, voilà. Donc, depuis que tu es toute jeune, tu as tes menstruations, tu as super mal, tu vas voir un monsieur médecin, on va le préciser, qui te dit, ben non, ma petite madame, c'est tout à fait normal ce que vous vivez, Ouais. fiez-vous sur moi, un monsieur qui n'a jamais été menstrué de sa vie. Ouais. Et donc, mais tu fais sans doute de l'endométriose depuis toujours. Oui, clairement. Oui, je fais de l'endométriose depuis toujours. Après ça, c'est dur de dire, là, mais oui, probablement que depuis mes premières menstruations à 11 ans, je fais de l'endométriose. Fait que, tu sais, moi, à chaque mois, je me gave d'Advil pour un peu atténuer cette douleur-là. Des fois, je manquais l'école. Tu sais, j'ai la misère à faire du sport dans ces 3 journées-là que c'est le pic. Je me mets des bouillottes, tu sais, même encore maintenant. Même que là, les traitements ont un peu exacerbé les douleurs, je dirais, là. Fait que, tu sais, ben c'est ça, les traitements en fertilité, là. Donc, tu sais, bouillottes, souvent, même encore, là, à chaque mois et tout ça. Fait que, tu sais, là, maintenant, je sais que je fais de l'endométriose stade 4. Je pense qu'il y a 5 stades, mais en tout cas, moi, c'est stade 4, là. Fait que c'est assez élevé. Donc, après plusieurs tests, on a réalisé que c'était peut-être ça. Mais en même temps, c'est une maladie qui est assez peu connue encore. Mais est-ce que l'endométriose, ça se guérit? Pas vraiment. Ça peut s'atténuer, mais c'est ça, je pense que n'importe qui te parlerait d'endométriose te dire un peu la même chose. Tu sais, c'est quelque chose
qui est très peu connue encore. Puis c'est une douleur féminine, hein? Fait que ça a été peu étudié. Il n'y a pas de traitement. C'est un peu genre, c'est dans notre tête ou c'est normal que vous souffriez. Donc, on commence, c'est positif, là. On commence à en entendre plus parler. C'est énorme, une femme sur 10 qui en souffre. Puis ça peut amener une certaine infertilité aussi et des douleurs. Puis moi, c'est même pas si pire. Là, il y en a qui sont complètement non fonctionnels dans ces journées-là. Il y en a que ça peut aller affecter leurs organes, leur dos jusqu'au... ça peut être vraiment une maladie très, très, très invasive. Moi, j'ai juste comme des bonnes douleurs, mettons 3 jours par mois, mais sinon, non, c'est pas ce qui le est fun, quand même... Non, c'est pas le fun, mais il y en a que c'est bien, bien pire là, que ça, t'sais. Puis, mettons, mais c'est dur aussi de savoir c'est quoi une douleur menstruelle, oui, compte tenu à quel niveau. Moi, j'ai mal, toi, t'as mal, mais c'est quoi notre seuil de tolérance? C'est quoi nos vraies douleurs? C'est très, très dur à comparer aussi d'une femme à l'autre. Oui, puis je pense que c'est ça qui a fait que moi, je pensais que c'était juste que mes douleurs étaient un petit peu plus grandes, parce que j'ai plein d'amis qui prennent des Advil puis des Tylenol quand ils sont menstrués, ils n'ont pas d'endométriose. Fait que bref, non, je m'en doutais pas que j'allais pouvoir avoir de la difficulté à avoir un enfant, comme bien des gens qui se ramassent en infertilité. À 35 ans, ton conjoint et toi, vous commencez à essayer de façon naturelle? Oui, je pense que j'avais 33-34, je pense, quand j'ai commencé à essayer. Puis lui, c'est quand même 7 ans de plus que moi aussi, tu sais. On s'est rencontrés, j'avais 31, lui avait 37 à peu près. Donc, tu sais, là, on était genre, je sais pas, on était un peu bohème, on vivait notre vie, on voyait beaucoup nos amis, on a voyagé, tu sais, on n'était vraiment pas pressés. Même que lui, au début, il m'avait dit qu'il était pas sûr qu'il en voulait. Puis à ce moment-là, j'ai 31, on dirait que j'ai le temps, je suis comme... Ça m'avait même pas affolée tant que ça. Puis finalement, à un moment donné, c'est lui qui m'a dit 2-3 ans plus tard, hey, tu sais, moi, genre, finalement, j'aimerais ça, là, tu sais. Puis moi, j'étais même pas prête, tu sais, peut-être j'avais 32, 33, peut-être quand il m'a dit ça, puis je trouvais ça beau, tu sais, de me faire dire ça vraiment, tu sais, par un gars qui avait jamais été prêt avant, dans le fond. Et puis on dirait qu'on n'entend jamais ça. C'est tout le temps, on dirait, les filles qui veulent des bébés, qui ont l'horloge biologique qui sonne, mais c'est rare. On dirait les gars qui font « Moi, j'en fondrais une famille maintenant. » Oui, j'avais trouvé ça tellement beau de me faire dire ça dans un resto un soir. Tu sais, hey, je pourrais être prêt, là, ça me tenterait. Tu sais, j'avais trouvé, tu sais, qu'il te choisit. C'est une preuve encore plus que le mariage, là, je sais pas, tu te fais choisir, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, peut-être j'avais... Puis tu sais, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma job, maintenant, je fais ça encore un petit peu, mais moins, mais tu sais, j'étais journaliste en tourisme. Tu sais, moi, je tripe sur les voyages. J'ai beaucoup voyagé, puis tu sais, je voyageais à l'étranger, puis j'écrivais des textes, puis tu sais, je tripais vraiment beaucoup à faire ça, tu sais. J'ai beaucoup d'amis, c'est important pour moi. Tu sais, j'ai bâti une entreprise, le magazine Caribou. Tu sais, j'étais vraiment là-dedans, là, dans ma trentaine. Fait que j'étais pas pressée, tu sais. J'avais un peu l'impression que ça allait brimer ma liberté, tu sais. Fait que après, on a toutes des raisons d'attendre ou d'avoir hâte de fonder une famille, tu sais. Mais fait que même quand il m'a dit ça, quand j'avais, mettons, 33, lui, ça veut dire qu'il avait 39. J'étais comme, tu sais, laisse-moi encore un peu de temps. Tu sais, donc, à quel point tu penses que tu as le contrôle, tu sais. C'est ça. Et là, vous commencez à essayer. Ouais. Combien de temps? Bien, encore là, j'étais pas là tous les mois parce que j'étais en voyage souvent. Au début, j'étais même contente que ça marche pas. De mois en mois, j'étais comme, yes, tu sais, je vais pas manquer tel voyage de presse. Ou, tu sais, yes, tu sais, c'est l'été, je vais pouvoir boire encore puis faire un peu le party. Tu sais, j'étais vraiment comme, oui, je suis prête. Mais c'est correct que ça... Parce que je voyais bien qu'après, tu sais, j'ai des amis qui avaient déjà des jeunes enfants à ce moment-là. Fait que, tu sais, ça me faisait peur en même temps. Tu sais, je voyais bien que ça t'enlevait évidemment une certaine liberté. Fait que ça me faisait quand même très peur. Fait que de mois en mois, c'était comme quasiment une bonne nouvelle au début, là. Tu sais, j'étais comme, OK, c'est cool. Puis là, finalement... On avance là-dedans. Puis là, mettons, après 1 an, tu sais, là, je commençais à être déçue. Tu sais, là, je commençais, mettons, à prendre ma température pour un peu plus comprendre mon ovulation. Tu sais, il y a des applications pour ça que je savais pas, mais bon, tu découvres tout ça. Là, je me dis, tu sais, ça commence à être long. Bon, là, moi, je connais personne qui a vécu de l'infertilité autour de moi. Tu sais, toutes mes amies, ma soeur, mes cousines, tu sais, tout le monde, ça a été, là, très, très rapide, là, tu sais, vraiment rapide. Fait que j'étais vraiment... On dirait que ça m'a pris du temps avant de penser à ça, tu sais. Puis, à un moment donné, là, je me suis dit, ben là, ça commence à faire, je sais pas, tu sais, peut-être ça faisait 1 an, peut-être même 1 an et demi, mais tu sais, en n'étant pas là à chaque mois, je me disais, c'est normal, tu sais.
Puis là, à un moment donné, j'avais une vague connaissance que je savais qu'elle était allée passer des tests d'infertilité, puis de fertilité, en fait. Puis fait que là, je l'ai juste contacté. J'ai dit, ben, t'es allée où? Comment ça marche? Tu sais même pas. Je trouve que tellement t'en entends pas beaucoup parler. Puis je trouve qu'on entend plus parler depuis 4-5 ans. Mais à ce moment-là, je savais même pas où aller. Je savais même pas quoi faire, en fait. Et là, qu'est-ce qu'on fait, donc? Ben là, elle m'a répondu, ben moi, je suis allée à la clinique de Sainte-Justine. Il y a une clinique de fertilité à Sainte-Justine. Puis sinon, ben, il y a les cliniques privées, je pense, qui sont un peu plus connues. Mais tu sais, moi, juste, c'est vraiment un hasard. Là. C'est parce qu'elle était allée là, puis elle avait eu une bonne expérience. Fait que je suis allée là, tu sais. Donc là, t'appelles. Là, t'es sur une liste d'attente. Puis là, dans le fond, au début, c'est des tests. Tu fais des tests. Pour les femmes, il y a surtout il me semble qu'il y a 2 ou 3 tests, là, mais tu sais, ils vérifient surtout tes trompes, parce qu'il y en a qui ont, mettons, les trompes bloquées. Donc là, tu as ce test-là, qui c'est pas très douloureux, tu sais. Puis après ça, tu as le test où ils regardent, c'est plus une échographie, là, tu sais, ils regardent un peu tes ovaires et tout ça, tu sais, un peu l'état de ça. Puis le gars aussi doit aller faire un spermogramme. Puis après ça, tu as des prises de sang aussi et tout ça. Fait que tu sais, c'est quand même un processus qui va durer 4, 5, 6 mois, là, dépendamment de l'attente. Je pense que maintenant, après la pandémie, il y a plus d'attente qu'avant, tu sais. Fait que là, tu rentres quand même là-dedans, tu sais. Puis moi, au début, je me disais, je vais y aller juste... J'étais vraiment dans l'innocence, là. J'étais comme, je vais juste aller valider qu'il n'y a pas de problème. C'était vraiment ça. C'était juste me rassurer qu'il n'y a pas de problème. Mais dans ma tête, il n'y en avait pas de problème, tu sais. Bon, là, fait que, on fait tous les tests. Puis là, où j'ai vraiment pogné quelque chose, c'est... Justement, je me rappelle même pas des noms, là, c'est des noms pas possibles, là, mais tu sais, l'espèce d'échographie où ils vérifient un peu ta réserve ovarienne. Donc là, ils voient... Parce que, tu sais, on a toute une réserve ovarienne, puis là, il y en a qui en ont une d'un jeune âge. Tu peux avoir 40 ans puis avoir une bonne réserve ovarienne. Genre, il te reste beaucoup d'ovules et tout ça. Comme ça peut être l'inverse. Tu peux avoir 25 puis avoir vraiment une mauvaise réserve ovarienne. Puis là, moi, genre, quand ils ont passé cette échographie, l'échographiste, là, elle a fait une face un peu de la mort. Puis, genre, elle m'a comme dit « Ouf! » Puis elle est sortie. Ben non! Oui. Ben oui. non! Oui. Ben non! Oui, c'était vrai. Puis là, j'étais comme, tu sais, t'es comme vulnérable, là, t'es un peu tout nu sur la table, puis là, t'attends qu'elle revienne, puis elle revient pas. Puis là, je suis comme, ben voyons, tu sais. Puis là, j'étais allée comme à la réception, là, à l'accueil, puis là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Puis, mais elle était vraiment pas très empathique, là, la personne qui m'a fait l'échographie. Puis là, à la réception, ben elle me dit, ben ton médecin va t'appeler dans 5 semaines. Puis là, je suis sortie de l'hôpital, j'ai appelé, je me rappelle pas pourquoi j'ai pas appelé mon chum, probablement qu'il travaillait ou je sais pas quoi, mais tu sais, mon réflexe, ça a été d'appeler ma meilleure amie. Puis là, je pleurais. Puis là, c'est comme si là, j'ai réalisé, là, hey, peut-être je pourrais pas avoir d'enfant. C'était peut-être ça, sa face. Mais jamais j'avais pensé à cette éventualité, tu sais. Puis là, mon amie, elle me dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, retourne à l'accueil, tu peux pas, tu sais, va chercher une explication. Je suis retournée à l'accueil. Puis, tu sais, la secrétaire, elle pouvait pas faire grand-chose, tu sais, mais elle était quand même fine. Elle était comme, madame, vous êtes juste au début du processus, ça va bien aller, allez boire un bon verre de vin, vous pouvez rien faire pour le moment, ça va marcher, je suis sûre que dans 1 an, vous allez avoir un enfant. Tu sais, comme, je pense qu'elle peut pas rien faire, tu sais. Fait qu'elle m'a juste dit ça, puis je suis retournée chez nous, puis... j'ai eu 5 semaines vraiment difficiles. Mais comment ils te laissent poireauter comme ça? T'es vraiment en attente d'une nouvelle. Et évidemment, quand on se fait les pires scénarios du monde, là, t'es pas en train de te faire le scénario de « je vais avoir des triplés, puis ça va être merveilleux, puis mon Dieu, je suis tellement fertile, je vais pouvoir repeupler la Terre. » Non, c'était pas sûr. Ça, sa face. Non. C'est sûr. Mais... j'en reviens comme pas. Quand t'as même pas fait un petit wrap-up de « écoutez, j'ai vu quelque chose, mais je peux rien confirmer ou infirmer. » C'est, tu sais, non, une petite phrase de fin. Là. Moi, dans mon processus, j'ai quand même été chanceuse. Tu sais, j'ai attrapé 2 personnes qui n'étaient pas à leur place. Tu sais. Elle, puis une autre médecin dans une clinique privée à un moment donné où on est allé pour avoir d'autres avis. Je suis rapidement retournée à Sainte-Justine parce que les gens étaient empathiques, mon médecin en particulier. Tu sais, je veux dire, c'est un processus... Tu sais, c'est peut-être le deuil d'une vie. T'es super insécure. C'est des montagnes russes émotives. T'es ces hormones. Tu vis ça comme un échec. T'as l'impression que t'es pas capable de faire un enfant. Fait que si, tu sais, tu veux pas que les médecins autour de toi aient des lunettes roses puis te fassent à croire n'importe quoi, mais un peu d'empathie, là, tu sais, comme dans
tout le milieu médical, dans le fond, là, tu sais, c'est quand même la norme. Là. Ça devrait être le minimum. Fait que moi, j'ai pogné 2 personnes pas très bonnes, elle, puis une autre plus tard. Et là, pendant 5 semaines, donc, tu paniques, tu te fais tous les scénarios, ça va vraiment pas. Ton chum, il dit quoi? Ben, j'avoue que c'est un peu flou. Tu sais, je me rappelle qu'on en avait parlé le jour où je suis revenue. Puis, tu sais, je pense qu'il essayait d'être encourageant. Puis, il était moins sur la panique que moi, là, tu sais, aussi. Fait que je pense il vivait mieux que moi, là, quand même, à ce moment-là. C'est ça. Mais non, c'est très long. Puis, ce n'est que le début d'une attente. En fait, c'est ça qui est dur dans le processus de fertilité, c'est que tu es toujours en attente. Tu as comme une perte de contrôle totale. T'sais. Donc là, c'était ça. Puis moi, j'avais aucune idée si quand on allait aller dans le bureau du médecin, c'était « Oubliez ça, madame, monsieur, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant » ou si c'était « Ben oui, on a telle solution ». Tu sais, c'est comme c'est un gros rendez-vous, là. Et justement, au bout de 5 semaines, quand tu rencontres le médecin, qu'est-ce qu'il te dit? Ben là, il me dit... Moi, je m'attendais au pire, là, tu sais. Fait que c'était pas si pire, finalement. Mais là, c'est lui. C'est à ce moment-là, il me dit... Tu fais beaucoup d'endométriose, stade 4. Donc, la face de l'échographiste, c'était un peu ça. C'était un peu genre, elle avait de la misère à voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous des adhérences. Tu sais, l'endométriose, c'est comme ça crée des adhérences, puis ça barbouille, si on veut, tes ovaires, puis tout qu'est-ce qui est là, tu sais. Donc, lui, il me dit, ben, endométriose stade 4, ça peut être la cause de vos difficultés, mais peut-être que non, parce qu'il y a des filles qui font de l'endométriose puis qui ont des enfants facilement. Tu sais, l'endométriose, là, c'est ça, il y a plusieurs différents symptômes, il y a plusieurs conséquences. Tu sais, ça dépend vraiment des filles. Donc, il dit, il y a des filles qui ont de l'endométriose, qui ont des enfants sans problème. Fait que peut-être que c'est ça. Sinon, c'est un peu inexpliqué, tu sais, parce qu'il y a des infertilités inexpliquées, que ni un ni l'autre ont des problèmes, mais que ça marche comme pas. Ouais. Ça, je pense que les gens qui vivent ça, c'est très difficile parce que tu n'as pas de prise sur rien. Moi, je me dirais, c'est une bonne nouvelle, on n'a rien, mais après, tu peux rien faire. Tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça. Fait qu'il me dit ça, fait que là, il nous fait un plan de traitement, dans le fond. Puis, donc, voilà. Fait qu'on sort de là. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Mais parce que tu as un plan à oui, suivre. Puis je me fais pas dire ça sera pas possible. La plupart des gens qui sont en traitement de fertilité, la première chose à faire, c'est des inséminations. Donc, c'est pas le fun, mais c'est moins invasif, disons, qu'une fécondation in vitro, là, qui est l'étape d'après. Fait que, tu sais, là, c'est des inséminations. Donc, une insémination, c'est juste, dans le fond, qu'il observe ton cycle, il te donne des hormones, mais c'est pas incroyable. Tu sais, c'est comme, ça commence doucement. Là. Fais-nous un résumé, si tu veux, d'une insémination. Ce que je me rappelle, c'est que pour commencer la première insémination, là, yes, tu te piques dans le ventre. Là, c'est le début des piqûres dans le ventre, tu sais. Puis là, ta face, c'est ça. C'est ça la face que j'avais. Non, mais personne, tu sais, je veux dire, je me suis jamais auto-piquée. Et là, dans le ventre. Et là, pour quelque chose que tu es quand même dans un certain deuil de romantisme, tu sais, je veux dire, tu feras pas l'amour avec ton chum, là. Tu sais, t'es comme, pourquoi... Là, moi, je me suis mise beaucoup embarquée dans un pourquoi moi, pourquoi moi j'ai à passer à travers ça, puis que les autres, genre, font l'amour, tu sais, à la chandelle, là, je romantisais un peu, mais tu sais, j'étais comme, mais il y a des bébés qui se font en arrière d'un char aussi, oui! Là, c'est pas non, si je sais romantique bien, mais que moi, ça, dans là. mon cerveau, c'était comme, il y a toutes sortes de façons de faire des bébés, là, mais tu sais, c'est pas très, tu t'en vas t'ouvrir les jambes, puis tu te fais, tu sais, c'est très médical. Il y a des médecins, c'est très froid, tu sais, fait que j'avais quand même un certain deuil à faire, surtout en sachant pas du tout que j'allais avoir à passer à travers ça, puis en connaissant personne autour de moi qui avait eu à... Fait que je me sentais beaucoup toute seule. Là, quand même, dès le début là, de tout ça, j'ai trouvé ça quand même difficile. Tu prends des hormones pendant 2 semaines qui vont un peu faire maturer un peu plus ou booster tes ovules, puis dans le fond, chaque femme, à chaque mois, on produit 1 ou 2 ovules, mais là, avec une insémination, avec les hormones, ben, ils essayent que tu en produises 3, 4, 5, tu sais, pour avoir plus de chances que le sperme qui va être inséré en toi pogne, mettons, si on veut. Donc, c'est ça. Fait que là, tu prends des pilules, puis finalement, je pense que c'est 48 heures avant l'insémination, il faut que tu te piques dans le ventre. Et là, moi, c'était prévu depuis longtemps. J'avais un party de famille. Je capotais. J'ai pas annulé quand même, là, tu sais. J'ai même pris un petit verre de vin. Et ça, tu as le droit, là. C'est pas grave, là. T'es pas enceinte, là. Fait que j'ai pris un petit verre de vin pour me relaxer. Puis là, ma sœur est venue m'aider à me piquer dans le ventre. Puis écoute, pendant le party de famille? Ben, tu sais, c'était un petit party avec ma mère, puis mon beau-père, puis ma sœur. Tu sais, c'était correct, là. Puis justement, ça me faisait penser à d'autres choses. Mais je me souviens que toute la journée, j'étais très fébrile. Puis tu sais, t'as une heure précise à laquelle te piquer, là, pour que ça soit vraiment optimal. 48 heures, mettons,
mettons, avant ou 36 heures, là, je ne sais plus exactement. Mais tu sais, c'est que là, ils déclenchent ton ovulation. Tu sais, c'est qu'ils prennent vraiment le contrôle de ton ovulation. Là, tu sais, fait que là, ils la déclenchent, puis là, ils savent exactement à quelle heure tu vas être dans le pic de ton ovulation 2 jours plus tard. Tu sais. Donc là, tu te piques dans le ventre. J'étais tellement stressée que j'ai échappé la seringue, qu'elle a crochi et que je ne pouvais plus m'en servir. Là, je pleurais. J'étais comme, j'ai pris 2 semaines d'hormones pour rien. Là, c'est de ma faute. Je m'excusais à mon chum. Tu sais, là, j'étais comme, mon Dieu, notre rendez-vous, il est pris. On a attendu. Ça fait des mois qu'on attend ça. Puis, fait que là, on se met toute la famille à appeler des pharmacies, voir s'ils ont le stock qu'il me faut. Mais tu sais, c'est des trucs assez spécialisés. Fait que c'est pas toutes les pharmacies qui ont ça. On est genre dimanche soir. Tu sais, c'est... Hey, fait que là, j'ai pas dormi de la nuit. Puis... Mais tu sais, c'est comme une image assez claire de, je trouve... Ça arrive pas à toutes les filles, évidemment, là, d'échapper leur seringue, là, mais je trouve que c'est comme une image assez claire de, OK, tu perds le contrôle, t'es vulnérable, tu sais, tu te sens responsable de tout. Tu sais, c'est comme... Mais le stress aussi, puis la responsabilité, justement, de devoir toi-même te piquer dans le ventre, toi-même prendre tes hormones. C'est comme beaucoup à gérer juste pour une personne. Oui, c'est vraiment... tu sais, fait que je rentrais là-dedans, là, full pin avec ça. Avez-vous trouvé? Finalement, le soir, non. Fait que j'ai vraiment mal dormi, je me sentais mal, je me sentais responsable et tout ça. Puis finalement, le lendemain matin, j'ai trouvé un endroit, je suis allée. Là, la clinique était fermée, je savais même pas si c'était correct que je me repique là, le lendemain matin. Là, je l'ai quand même faite. J'ai réussi, je me suis assise par terre, être bien sûre que j'allais pas échapper la seringue. Puis finalement, le lendemain, j'arrive à la clinique, je leur explique la patente, puis c'était comme pas si grave, tu sais. Fait que c'était correct. Fait que la première insémination, en fait, ce qu'ils font, c'est que, ben là, ton chum, il se masturbe à l'hôpital, tu sais, je veux dire, c'est sûr que souvent, sexy, c'est très, très sexy, tu sais, puis c'est pas des places comme on a en tête avec, ben là, écoute, j'ai l'air vraiment old school de dire ça, là, mais tu sais, avec des revues porno, puis tu sais, c'est pas ça, là, c'est genre, un moment donné, on est sorti d'une rencontre avec une infirmière, puis il me dit, la dernière fois, c'était là, je me suis masturbée. Tu sais, vraiment dans le bureau de l'infirmière, qui est absolument pas... C'est pas attirant pour te masturber. Tu sais, genre, moi, j'aurais pas pu, là, ça aurait pas fonctionné, tu sais. Fait que chapeau quand même. Tu sais, c'est beaucoup les filles, là, qui ont les traitements sur leurs épaules, puis c'est plus difficile pour la femme, là. Mais quand même, tu sais, moi, des fois, j'y en parlais pas pour pas le stresser, mais j'avais peur qu'il y arrive pas. Parce que là, toi, t'as pris 2 semaines d'hormones. Si lui, ça marche pas le matin, là, qu'il est pas capable, là, de se masturber puis de produire du sperme, on annule. Non, fait que je trouvais que c'était quand même une grosse responsabilité aussi. Ce qu'ils font, c'est juste qu'ils prennent le sperme puis ils te l'insèrent. Ça fait que c'est comme un peu comme si tu faisais l'amour. C'est juste que là, tu sais exactement quand est ton ovulation puis tu as plus d'ovules qui ont été produits à cause des hormones. Mais c'est comme s'il y avait un intermédiaire, dans le fond. C'est comme faire l'amour, mais vraiment pas. Vraiment pas. On peut en parler. Vraiment pas. Non. Puis là, des fois, tu as des étudiants, des calepins de notes, tu sais, à 7 heures le matin. Puis écoute, puis... Tu sais, puis un moment donné, il te donne l'option aussi de faire ça à la maison. Des fois, il le faisait à la maison. Puis là, pour les autres inséminations, parce que cette première-là n'a pas fonctionné, mais là, écoute, il faut que tu l'amènes, il faut qu'il reste au chaud. Fait que là, il se masturbe. Puis là, on part. Puis là, c'est l'hiver. Puis là, il faut que tu le mettes sur ton ventre pour que ce soit à température. Fait que là, tu sais, t'as comme déjà un trésor, mais en même temps, c'était un peu drôle, ça. Tu sais, t'arrives avec ton petit pot de sperme. Puis là, tu veux pas qu'il le mélange. Tu sais, t'apprends bien des affaires, puis tu vis bien des affaires, tu sais. Fait que, mais non, cette première-là n'a pas fonctionné. Là, j'étais encore dans le... J'espère qu'on va rapidement le mettre derrière nous. Puis à ce moment-là, j'en avais pas parlé à tout le monde autour de moi non plus. T'sais. J'espérais que ça se passe rapidement, puis que je ne sois pas obligée d'étaler ça à tout le monde non plus. T'sais. Fait que tu es déçue, c'est sûr. Mais là, tu te dis, moi, la fille là, qui m'avait référée à cet hôpital, ça avait marché après 3. Fait que là, tu t'accroches comme un peu à ça. Puis aussi, tu te rencontres, au début des traitements à l'hôpital, il y a une infirmière qui te rencontre, qui te dit, c'est vraiment des traitements difficiles, soyez prêts. Puis tu sais, à ce moment-là, j'étais comme, non, ça va aller quand même, là, tu sais. Mais ils t'avertissent. Puis les inséminations, il me semble que c'est quelque chose comme 20 de chance que ça fonctionne, dans le fond, à chaque fois. Ce qui n'est pas quand même pas très élevé. Énorme. Non, c'est ça. Donc, tu sais, après comme 4-5 inséminations, si ça n'a pas marché, là, ils lèvent un peu un flag. Là, ils sont comme, parce que là, si tu fais les stats, ça devrait avoir marché en 4-5 fois. T'sais. Et là, ta première ne fonctionne pas. Ouais. T'en as fait combien d'autres après? Au total, on en a fait 5.
Puis donc là, c'est ça, 20 x 5, ça aurait dû marcher. Je pense après la 3e insémination, le médecin, que j'ai vraiment un bon médecin là-bas, là, comme un gros nounours, tu sais, réaliste mais empathique, puis sa femme avait passé par des traitements, fait que je pense qu'il comprenait vraiment. Ouais, puis après 3, il m'avait dit, tu sais, t'as quand même 35, tu sais, peut-être qu'on pourrait aller tout de suite fécondation in vitro, tu sais. Mais à ce moment-là, moi, je le savais que c'était des traitements plus invasifs. On dirait que ça me tentait pas d'aller là, genre, je sais pas, ça me faisait peur. Puis c'était aussi 10 000 là. Tu sais, là, mais... Quand même, hein? Quand même. Aussi ça. Moi, je me suis comme un peu obstinée avec lui, puis j'ai dit, ben non, tu sais, on va en faire 5. Comment ça se passe, une fécondation in vitro, du début jusqu'à la fin? C'est plus invasif. Là, j'étais dans un état quand même assez spécial. Là. T'es comme dans un combat. Là. Comme là, c'est ta vie, c'est ça. Là. Je me rappelle que travailler, ça me paraissait complètement futile. J'avais pas le goût de voir le monde. Là, j'étais comme une guerrière. Puis là, c'était juste ça que je faisais. Et comment ça se passe, un cycle de fécondation in vitro? Ouais. Contrairement à l'insémination, c'est qu'ils vont pas insérer le sperme en toi, dans le fond. Ils font une ponction. Ça veut dire qu'ils boostent puis là, ils te donnent des hormones plus fortes que pour les inséminations. Puis là, je me rappelle, il fallait que je me pique dans le ventre. Mais genre, c'était comme tu avais, mettons, 2-3 médicaments à prendre, mais à chaque 23 heures. Donc, fais le calcul. Mettons, une journée, c'est à 15 heures. L'autre journée, c'est à 14 heures. L'autre journée, c'est à 13 heures. L'autre journée, c'est à midi. Fait que là, tu as des alarmes tout le temps. Tu sais, c'était quand même... J'étais allée, genre, chez ma mère, là, qui vit dans les Laurentides, là, genre, faire comme une retraite, là, pour juste, comme, être là-dedans. Tu sais, c'est ça. Fait que tu as plus d'hormones, puis dans le fond, là, leur but, c'est que tu produises beaucoup d'ovules. Puis là, ils les retirent. Fait que ça, c'est la ponction. Puis comment on retire les ovules? Bon, encore là, je suis pas une médecin, mais là, c'est quand même une opération. Là, là, ils te donnent un truc d'anxiété là, pour dormir, là, une pilule la veille que tu peux prendre. Je l'avais pas prise finalement. Là, ça me faisait comme un peu peur, mais c'est quand même une opération. Puis là, tu vas en salle d'opération. Là, tu es avec ton casque, puis ta jaquette, puis tes pantoufles. Il te pique ou il passe par ton vagin? Il passe par le vagin. Ouais, ils passent par l'intérieur à une genre de pipette, là. Puis là, ils vont chercher les ovules. Moi, dans ma tête, j'imagine un aspirateur. Fait que tu vois, la pipette... Peu. Non, mais un peu. Me convient. Ben, je dis une pipette. C'est peut-être comme un aspirateur, là. Écoute, t'es un peu dans les vapes. Puis, tu sais, je ne voyais pas très bien qu'est-ce qui se passait là. Puis, est-ce que je voulais le savoir tant que ça? Peut-être pas. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est ça. Tu sais, au préalable, t'as aussi des rendez-vous. Toutes ces 2 semaines-là que tu prends des hormones, t'as des rendez-vous à chaque 3-4 jours. 2, 3, 4 jours. Tu as beaucoup de rendez-vous. Un moment donné, je me rappelle, j'étais dans la douche, puis j'étais comme... Ça fait genre 5 fois, là, avant 8 heures le matin, avant mon premier café, que je vais genre m'ouvrir les pattes devant des médecins dans un hôpital. Tu sais, t'es comme un peu genre, pouvez-vous me laisser tranquille, s'il vous plaît? Venez donc à la maison. Ou tu sais, juste comme, je peux-tu arrêter de vous montrer cette partie-là de moi? Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça quand même prenant. Puis là, ben, à travers ça, t'essayes de mettre toutes les chances de ton côté. Moi, t'es pas obligée de faire ça, là, mais moi, je faisais des traitements d'acupuncture, de l'ostéo. Là, j'allais à mon cours de yoga. Là, ma mère, elle m'aidait à payer, mettons, l'acupuncture. Tu sais, comme je dis, les gens autour de toi, ils essayent de t'aider. Tu sais, mes amis, mes collègues avec qui je travaille essayaient un peu d'alléger. Tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que là, après ça, tu te fais dire, arrête d'y penser. Ouais, ça va marcher. Tout le monde veut t'aider, tout le monde veut t'appuyer dans ta démarche, mais en même temps, tout le monde est ultra impuissant. Oui, complètement. Puis, tu sais, moi, j'étais chanceuse, là. On était super bien entourés, tu sais. Même si les gens, il y avait plein d'enfants qui comprenaient pas là-dedans, puis que les gens, des fois, pouvaient être maladroits aussi. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde non plus, là, qui est bien entouré comme ça, mais tu sais, on l'était. En tout cas, fait que là... Ouais, il enlève tes ovules avec la pipette. Ouais. Puis ou là, l'aspirateur. Oui, on ne le sait pas. On ne sait pas. Appelez-nous si vous êtes médecin. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, écoute, puis moi, ça m'a fait vraiment mal. Mais c'est pas comme ça pour... Si une fille s'en va là-dedans, n'aie pas peur. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Tu sais, on a chacun aussi nos étapes qu'on trouve plus difficiles, tu sais. Mais moi, à cause de l'endométriose, je me suis fait expliquer après, qui passait à travers les tissus d'endométriose, ça m'a fait tellement mal, puis je pense même pas que je m'attendais à ça, une chance, en fait, là. Puis j'ai comme fait un choc vagal après, là, genre, il te traîne sur une civière, il t'amène à une salle de repos. Tu sais, c'est pas long, là, la ponction, ça dure, je sais pas, 5 minutes, là, tu sais, c'est pas... mais là, après, en revenant à la salle de repos, j'ai genre fait un choc vagal. Puis là, je reviens à « Hey, il y en a qui ont un orgasme puis qui tombent enceinte. » Puis moi, je suis là-dedans. Tu sais, j'avais beaucoup de misère à... Mon chum, ça l'énervait d'ailleurs. J'avais la misère à pas me comparer. Tu sais, je le dis parce que je trouve ça important d'en parler. Tu sais, ça t'amène quand même des sentiments...
assez négatif, tu te sens toute seule, tu te compares. Tu sais, essaie d'être contente pour ton amie qui tombe enceinte après un mois puis qui a oublié la pilule. Tu sais, c'est difficile là, aussi, là, tu sais, puis je trouve ça important d'enlever les tabous qui sont liés à ça. Mais là, après ça, tu retournes chez vous. Puis là, dans le fond, tu sais, moi, j'avais, plus encore là, c'est un peu compliqué, là, mais à cause des hormones, il avait réussi à créer, mettons, 6 follicules, qui est, si je comprends bien, puis si je me rappelle bien, qui est comme l'enveloppe qui enveloppe chaque ovule. OK. Fait que c'est comme si j'avais, mettons, 6 ovules. Puis là, il retire. Mais là, après ça, ça veut pas dire que tu en as 6. Tu sais, là, dans les follicules, il y en avait qui étaient vides. Donc, je pense qu'il me semble qu'au final, j'avais 4 ovules. Ce qui est pas très bon, mais il y en a qui en ont 0. Mais il y en a qui en ont 20, tu sais. Et là, ils prennent ton ovule. J'imagine ils prennent le sperme à ton chum, puis ils font ça en laboratoire. Oui. Ils font se rencontrer. Oui, exact. Là, c'est comme un 2-3 jours que tu es un peu mal. Là, c'est bizarre. On dirait que tes organes sont comme tous déplacés. Là, c'est un peu bizarre. Fait que là, tu relaxes, tu sais, puis t'attends. Mais là, à chaque matin, ils t'appellent. Les 3 jours après, là, à chaque matin, écoute, c'est un stress incroyable. Oublie pas qu'il y a 10 000 $ en jeu. Tu sais, c'est pas si... Tu sais, je veux dire, nous, on pouvait se le permettre, mais ça quand même, là, c'est de l'argent, là. Fait que, tu sais, il y a tout le côté émotif, mais il y a ça aussi, tu sais, tu te dis, j'aimerais ça que tous ces mois-là d'efforts, toutes ces hormones-là, tous ces sous-là, ça serait bien le fun que ça serve pas à rien, tu sais, mettons. Fait que là, à chaque matin, ils t'appellent, puis là, ils te disent « Ah, ben là, madame, sur vos 4 ovules qu'on a essayé de féconder, il y en a 3 qui ont été fécondés. » Ça marche pas à chaque fois, là, tu sais. Là, ils les font vivre en laboratoire. L'idéal, c'est de les faire vivre 5 jours en laboratoire pour voir s'ils sont assez forts pour survivre. Puis après, il y a des filles qui se font tout de suite faire un transfert, qu'ils appellent. Fait que tout de suite, ils se font faire un transfert, mais... Ça dépend un peu comme de l'état de ton corps, mettons. Fait que moi, le médecin, il m'avait dit, ben, tu sais, je vois que là, tu aurais besoin d'un repos. Je t'oblige à prendre 2 mois de repos. Fait qu'on va les congeler, puis après, on va faire le transfert. Fait que ça dépend, là. Il y a des filles que c'est tout de suite après, puis il y a des filles que c'est 2-3 mois après. Fait que là, moi, il m'avait dit ça, qu'il fallait que j'attende. Puis c'était correct, là. J'étais fatiguée. C'était l'automne. C'était genre le 1er novembre, là, ma ponction, là. Tu sais, c'est comme t'es jamais dans le top de ton énergie non plus. Fait que c'était bien correct. Puis, fait que là, il t'appelle. Bon, là, madame, sur les 6, il y en avait 4 qui avaient des ovules dedans. OK, c'est un coup dur quand même. Là, après ça, sur les 4, le lendemain, il t'appelle. Ben, il y en a juste 3 qui sont marché qui ont fécondé, tu sais. Là, le téléphone sonnait à 7 h le matin, là, je capotais, là, tu sais. Puis là, finalement, le lendemain après, elle m'appelle, elle dit, ben là, il y en a juste 2 qui ont survécu. Là, on les congèle d'urgence. Elle me dit ça, tu sais. Parce que d'habitude, ils veulent vraiment les faire vivre 5 jours en laboratoire avant de les congeler parce qu'ils considèrent que ça veut dire qu'ils sont forts. Mais là, moi, mettons, après 3 jours, j'en avais 2. Quand on est en bas de 3, là, ils sont comme on les congèle, on prend plus de chance, tu sais. Mais pourquoi? Parce que tu as des chances qu'ils les congèlent, mais qu'ils soient pas bons quand même. Ben, je sais bien, c'est ça que je me disais. Mais moi, là, j'étais complètement en train de devenir dingue, là. Je regardais sur les forums puis les pages Facebook d'infertilité, mais comme frénétiquement, là. Puis, tu sais, dans ton cerveau, tu sais que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais tu sais, c'est plus fort que toi. Puis là, je regardais ça, là, non-stop. Puis là, j'essayais de trouver des histoires positives de congelés d'urgence, mais que finalement, ça a marché puis qu'ils ont des bébés. Puis là, tu sais, faut que tu t'accroches à quelque chose, là, tu sais. Je suis partie un peu en panique, toute seule à Hawaï, là. J'ai comme acheté un billet d'avion, comme par rapport, là, sans le dire à personne, même pas à mon chum. J'étais comme, genre, là... non, là, ça va pas, tu sais. Fait que là, j'avais besoin de me récompenser un peu. Fait que j'étais allée toute seule à Hawaï, genre 2-3 semaines, travailler, me reposer, voir d'autres choses, me changer les idées. Puis je m'en rappelle, je regardais les couchers de soleil, puis je pleurais, là, tu sais. Puis j'étais comme... Mais ça a été vraiment un bon move, là, je pense. Là, ça m'avait vraiment fait du bien. Puis je me rappelle que je suis revenue, puis je me dis, il y a d'autres choses dans la vie, là. Tu sais, c'est comme ça m'avait beaucoup changé les idées, là. C'était moins dramatique, j'étais moins à fond juste là-dedans. Le temps des fêtes passe. Évidemment, il y a plein d'annonces de filles qui sont enceintes. Tu sais, Mané, quand t'es dans ces âges-là, c'est sûr. Fait que, bon, bravo, c'est le fun. T'essayes de, tu sais, mais t'es jalouse. Moi, j'étais jalouse. J'étais pas capable de... J'avais de la misère. Puis je suis pas quelqu'un de méchant dans la vie, fait que je trouvais ça super dur de me sentir comme ça. Après ça, premier transfert, je me rappelle, 18 février 2020. Là, t'es pleine d'espoir, là, comme pleine d'espoir. Tu t'hallucines des signes et tout ça. Finalement, non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et que j'ai trouvé ça dur. C'était comme, là, ça allait pas. Puis à ce moment-là, tu sais, ça fait... Là, rendu là, on parle, là, ça faisait 3 ans et demi, 4 ans là, qu'on essayait d'avoir un enfant. Tu sais, fait que pense-y, là, mettons 4 ans, là, fois 12 mois là, d'échecs, là, ça commence à faire 50 fois là, que tu es déçu. Tu sais, c'est beaucoup quand même. Là. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment où ton chum et toi, vous avez fait « Hey, pour vrai,
On arrête tout. Tu sais, chacun a vraiment ses réactions. Mais tu sais, lui, il y avait beaucoup de misère que moi, je me compare aux autres. Tu sais, fait que des fois, on se pognait un petit peu là-dessus. Mais c'était plus fort que moi. Mais lui, ce que je trouvais qui était vraiment bon, c'est que lui, il avait... Tu sais, il avait vraiment le goût d'avoir un enfant, mais si ça marchait pas, on dirait que sa vie était pas finie, mettons, comme la mienne, tu sais. Puis j'étais la première surprise à me dire ça, tu sais, à constater que j'étais comme ça parce que j'étais une fille qui était pas du tout pressée d'en avoir, qui s'est même demandé si elle en voulait un jour. Tu sais, c'est comme... Fait que j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu sais, mais c'est comme t'as l'appel, un moment donné, tu t'es projeté là-dedans, puis là, finalement, ça marche pas. C'est très dur de reculer. Puis mon chum, tu sais, je le trouvais hot parce qu'il voyait bien que c'était plus moi qui était dans les traitements. Fait qu'il me disait souvent... Mais tu sais, c'est toi qui décides quand on arrête. Mais en même temps, ça mettait beaucoup de responsabilités sur moi. Mais je trouvais ça bien de ne pas sentir une pression ou de ne pas sentir qu'elle allait être super déçue si je décidais d'arrêter. Tu sais, il vivait mieux que moi, mettons, si ça ne marchait pas. Mais moi, je m'étais dit, OK, après ce cycle, ce seul cycle de fécondation in vitro, parce qu'un cycle, c'est une ponction. Mais après ça, tu pourrais avoir 8 ovules à transférer. Mais moi, j'en avais 2, tu sais. Ouais. Puis j'étais tellement tannée, là, ça faisait, c'est ça, là, 3 ans et demi, 4 ans, / 5 ans, là, c'est dur à dire qu'on était là-dedans, puis que tu te sens vraiment assise entre deux chaises, tu sais. Puis là, j'avais pas de projet. Tu sais, mettons, mon chum, il voulait s'acheter une maison, mais là, moi, j'étais comme, ben non, parce que si on n'a pas d'enfant, genre, je vais pas acheter une maison avec des chambres, puis il y a une cour, ça m'intéresse pas. Tu sais, fait que tous tes projets sont comme un peu sur le hold. Puis j'étais plus capable de ça. Puis aussi, je me disais, ben, tu sais, je vais essayer de guérir. Tu sais, là, je vais essayer d'être heureuse pour les gens qui ont des enfants. Je vais essayer de guérir. Là, à ce moment-là, j'allais voir une psy aussi en fertilité. Tu sais, je me disais, là, je pourrais jamais guérir si j'essaye d'avoir un enfant. Tu sais, c'est comme si tu as une blessure, mais tu sais, ça marche pas, là, tu sais. Fait que je voulais arrêter. Puis la phrase que je disais beaucoup, là, quand j'étais là-dedans vers la fin, là, je disais, j'espère être capable d'arrêter. Je le savais pas si j'allais être capable, mais je me disais, j'espère être capable d'arrêter, tu sais. Parce qu'il y avait la petite possibilité que tu continues jusqu'à temps qu'on te dise, là, on ferme votre dossier. Nous, de notre côté médical, on ne peut plus vous aider. Mais je pense que j'aurais eu encore beaucoup de marge avant qu'ils me disent ça, mettons, tu sais. Mais oui, des fois, ça arrive qu'ils disent ça. Ouais, c'est comme là, ça, à un moment donné, c'est trop. Ou, tu sais, nous, on aurait pu éventuellement avoir l'option d'une mère porteuse, des dons d'ovules. Tu sais, il y en a plein aussi là, qui ont recours à ça. Fait qu'on n'avait vraiment pas épuisé toutes nos possibilités, tu sais, encore. Fait que là, le premier ovule, pas fonctionné, échec. Je pense que je l'ai su, mettons, le 1er mars 2020. Je sais pas si ça sonne une cloche, là. Fait qu'après, t'étais confinée chez toi pour pleurer toute seule. C'est donc bien fait, la vie. Puis j'avais mon rendez-vous. Moi, je voulais enchaîner, justement, à la lumière de ce que je viens de te dire. Je voulais enchaîner. J'étais comme, je suis tannée d'être entre deux chaises. Je veux avoir des projets. Si mon projet, c'est pas d'être maman, ben là, il va falloir que je me guérisse puis que je focus sur d'autres choses. Fait que là, je suis tannée d'être là-dedans. Là, ça se peut plus. Fait que là, j'avais déjà pris mon rendez-vous. J'avais commencé à prendre des hormones pour le 2e transfert du 2e et dernier ovule qui était congelé et fécondé. Puis là, tu te fais appeler, toutes les cliniques de fertilité ferment, tu sais, parce que là, c'est tout ferme, dans le fond. Puis là, j'étais comme, oh, man! Tu sais? Ouais, là, c'était comme... fait que là, t'attends. Puis à ce moment-là, j'avais participé à un balado aussi, tu sais, j'avais trouvé ça difficile parce que, tu sais, maintenant, je comprends, mais tu sais, t'entendais tous les parents dans la COVID, là, dans la pandémie, dire que c'était donc dur d'être pognés avec leurs enfants. Puis tu sais, je le crois, puis je le comprenais, puis je comprends. Mais toi, t'es tout seul, puis t'espérerais donc avoir un enfant puis une famille. T'sais. En tout cas, je trouvais ça super confrontant aussi, tu sais, cette période-là. Mais c'est que ça doit être confrontant aussi en permanence. Ben oui. Je veux dire, tu marches dans la rue, tu vois des poussettes, tu vas au centre d'achat, tu vois des femmes enceintes. Moi, là, très honnêtement, sans m'en rendre compte, un moment donné, j'ai arrêté de sortir entre 4 et 5h30. Parce que là, tu sortais, dans mon quartier, il y avait plein de parents qui revenaient de la garderie puis de l'école avec des enfants. Puis, genre, c'était dur pour moi, là, tu sais. Ouais. Fait que, genre, un peu sans m'en rendre compte, là, un moment donné, je me rendais compte que j'ai arrêté de sortir dans ces heures-là. Donc, là, pause obligée, là, COVID, tu sais. Puis, finalement, un 2e et dernier transfert que, très honnêtement, là, j'ai pensé à pas le faire un moment donné parce que j'étais comme, là, tu sais, ça donne rien, là. Ça donne rien. Puis là, ça m'a fait du bien, cette pause-là, de forcer de COVID. Puis de, tu sais, bon, là, j'étais écœurée, mais tu sais, là, j'étais comme, ben, on va l'essayer, là, c'est le dernier. Tu as eu ta dernière, là, je suis perdue dans les mots, là. Fonction, insémination, transfert. Mon dernier transfert. Ton dernier transfert. Et là, il y a tout. On va mettre un petit lexique oui, à la ben, fin, là. il le faut. Non, je le sais, je m'excuse si c'est dur à comprendre, mais ouais. Tu as eu, mettons, la date de ton dernier transfert, là, ça faisait combien de temps que vous étiez dans le projet bébé, là, même avant d'aller en fertilité? J'ai le goût de dire 5 ans.
Ouais, ouais. Entre 4 et 5. T'sais, fait que c'est quand même long, là. C'est très long, tu sais. Fait que, mais oui, c'est ça. Fait que dernier transfert en septembre, j'ai aucun symptôme. Je pense que je me protège beaucoup aussi, là, tu sais. J'y crois pas tant. Mais tu sais, genre, je m'en vais dans la maison de ma belle-mère sur le bord d'un lac, puis là, genre, je fais du yoga, puis j'avais pris quelques journées de congé. Tu sais, j'étais juste comme, si ça marche pas, là, je veux avoir l'impression que j'ai tout fait. Puis, donc, aucun symptôme, rien. Mais combien de temps, mettons, après ton transfert, il faut que tu fasses un test de grossesse? C'est comme quand tu fais l'amour, là, c'est 2 semaines. Pour savoir si ça s'est implanté, tu sais, dans le fond. Fait que là, ils nous disent à l'hôpital, dans le fond, quand tu fais une fécondation in vitro, tu as un rendez-vous 2 semaines plus tard pour une prise de sang, parce que là, c'est plus précis de voir si tu es enceinte ou pas, là, tu sais, comparativement à des tests de grossesse. Évidemment, la veille, je suis comme, hey, on essaye, tu sais, mais c'est plus pour arrêter d'espérer. Tu sais, je suis comme, c'est sûr que ça n'a pas marché, j'ai aucun symptôme. Je dis à mon chum, mais garde, on va juste pour être moins déçu demain matin puis pas pleurer à l'hôpital, on va le faire, tu sais. Puis je fais le test, il est négatif. Moi puis mon chum, on se prend dans nos bras, on pleure. Là, mon chum, il est comme, on pourrait peut-être adopter. Tu sais, mais moi, je suis pas là-dedans, là, c'est d'autres années d'attente, là, tu sais, dans ma tête, c'est juste, non, là. Mais là, on pleure, puis là, je suis en maudit, tu sais. Puis là, mon chum, il regarde par-dessus mon épaule puis il dit, hey, on dirait qu'il y a une ligne. Puis là, je suis comme... Hey, c'est vraiment pas drôle, ta joke, là, tu sais. Puis là, je regarde. Moi, genre, j'en ai passé des centaines là, de tests de grossesse. Il n'y a jamais eu ça, là, même palotte, là, jamais. Là, je suis comme, ben oui. Mais là, ça se peut pas, là. Là, je vais passer un autre test, une autre marque, puis il y a encore une ligne. Écoute, je les ai gardés, là, ces tests-là, là, tu sais. Là, là, je peux pas croire, là. Hey, là, puis là, je suis comme sous le choc, en fait. C'était bizarre, ma réaction. C'est comme si t'es tellement... Tu te protèges tellement, t'es tellement rendu dans un plan B. Moi, j'étais là, je me voyais qu'une vanne, là. Moi, j'avais une autre vie, là, tu sais, pour me protéger. Ah mettons, oui, OK, t'sais. toi, tu vendais tout, tu partais en van life, Moi, là, j'étais puis, comme, là, faut que j'aie un plan B qui est le fun, là, pour me sauver la peau, là, parce que là... Fait que là, c'est comme si j'étais comme, OK, là, je recule. Là, j'étais comme vraiment contente, mais en même temps, j'y croyais pas. Puis là, je me rappelle, j'ai juste fait à mon chum, « Hey, je vais aller prendre une marche. » C'était vraiment bizarre comment je me sentais. Tu sais, j'avais de la misère à être contente. Évidemment, t'as peur de le perdre, t'as peur que ça soit pas vrai. Les tests de grossesse, peut-être qu'ils me niaisent, tu sais. Oui, ils sont absolument contre toi, là. Ils veulent te faire une petite blague. Une petite blaguette, là. Puis là... Mais quand tu vas le lendemain matin... Ouais, j'ai repassé 2 autres tests le lendemain matin. Encore avec la petite ligne pâle, mais... Avant d'aller à l'hôpital? Ben oui, là, j'étais complètement... j'étais un peu pas croire, tu sais. Oui, puis là, on va à l'hôpital... Puis là, on fait une prise de sang. Puis là, il explique aussi là, qu'il y a un taux de... Tu sais, tu as un chiffre, là. Puis là, mettons, si ton chiffre est bas, là, ils te disent, mais t'es enceinte, mais t'as des chances de le perdre. Tu sais, c'est pour ça, la prise de sang aussi, là, c'est plus précis, mettons. Puis elle te dit, ben là, si t'es en haut de tel chiffre, ben là, t'es vraiment enceinte, ça devrait être pas pire, là, tu sais. Fait que là, écoute, je me dis, oh mon Dieu, on a encore ce stress-là. Puis là, on leur dit pas qu'on a passé un test, là, parce que là, on fait qu'on est bien neutre, tu sais. Puis là, en tout cas, ils te prennent la prise de sang, puis ils disent, on te rappelle dans 1 heure et demie, tu sais. Hey, là, mais là, t'attends, là, on est allé déjeuner au resto. Puis là, t'as ton téléphone à côté, tu sais. Puis c'était tellement weird. Puis là, je me rappelle, j'étais au coin Bernard puis du parc, on revenait de l'hôpital. Puis là, le téléphone sonne. Puis l'infirmière qui te suit à ce moment-là depuis 2-3 ans, là, elle me dit la plus belle phrase du monde, tu sais. Elle me dit, Véronique, t'es enceinte. Tu sais, regarde encore, à chaque fois que je le dis, je suis comme... Ouais, fait que... ouais, c'est la plus belle phrase, là, tu sais. Fait que j'étais beaucoup enceinte, tu sais. Fait que c'était... C'est le plus beau moment... Mon chum, ça rappelle encore aussi, tu sais. Fait que là, t'as la validation de l'hôpital. Puis, tu sais, elle était contente pour nous. Tu sais, ils se mettent à connaître les couples aussi, là, tu sais. Fait que c'était vraiment un beau moment. Puis, évidemment qu'après ça, ben là, on a tout de suite appelé nos mères. Tu sais, même après, tu sais, on n'a pas fait le 3 mois qu'on va attendre. Ouais. Tu sais. Puis, ben évidemment, t'as peur de le perdre, là, comme en débile. Mais on dirait que je l'ai vécu mieux que je pensais quand même, tu sais, parce que j'en avais plus de vulve après. Moi, c'était fini, là. Fait que je me disais... si je le perds, c'est chiant, parce que là, je vais avoir de la misère à arrêter après, tu sais, en sachant que ça se peut, tu sais, c'est ça. Puis je me dis, mon Dieu, ça serait dégueulasse, tu sais, ça... Fait que, mais on dirait que je m'étais dit, hey, tu sais, tu le vivras rendu là si t'as peur, tu sais. J'étais comme...
là, enjoy, là, c'est peut-être ta seule grossesse, tu sais, enjoy vraiment, tu sais. Puis j'ai eu super mal au cœur les premières semaines, là. Je sortais de la toilette à chaque matin, là, c'était pas cool, là, j'avais vraiment mal au cœur, je vomissais. Moi puis mon chum, à chaque fois, on était comme « yes ». Tu sais, c'était comme genre « yes », ça validait, là, que ça nous sécurisait, mettons, tu sais. Puis, ouais. Et t'as mené la grossesse à terme. Ouais. Et aujourd'hui, t'as une belle cocotte de 2 ans et demi. Oui, fantastique. Puis j'y pense encore tous les jours, tu sais, la chance qu'on a. C'est incroyable, la chance qu'on a. Ouais. Puis là, Véro, j'ai une dernière question pour toi. Oui. Mais juste avant, j'aimerais remercier un partenaire de l'émission. Puis je trouve que ça fit avec ta fille de qui tu veux perdre, tu sais, aucun moment, là. Mais ça, c'est l'application Cute. En fait, je devrais dire Cute, l'application, qui est une application 100% québécoise qui vous permet de garder, en fait, les mots cute de vos enfants. Tu sais, les petites phrases qu'ils disent, qui vous font rire ou les moments où ils disent quelque chose à voix haute puis que c'est ultra gênant dans un lieu public. Bien, tout ça, là, vous pouvez tout garder ça sur le réseau social Cute, l'application. Et vous pouvez décider de le faire publiquement ou à des personnes choisies ou même en privé, juste pour vous, pour le garder en souvenir. Tu sais, mettons, moi qui ai bien de la misère à tenir un journal de bord et tout, une petite application de même, c'est vraiment plus facile puis ça fait qu'on oublie aucun souvenir avec nos enfants. Vous pouvez aller découvrir tout ça sur le Apple Store ou sur Véronique. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes les mamans qui nous écoutent? Les futures mamans, les nouvelles mamans ou les peut-être futures mamans? Bien, on dirait que moi, j'ai le goût de dire « tout passe ». Tu sais, j'avais un ami qui m'avait dit ça là, quand ma petite cocotte était naissante. Là. Puis, ben, tu sais, j'ai le goût de dire « tout passe » pour 2 choses. Parce que si tu es en traitement de fertilité, tu as l'impression que tu vas jamais t'en remettre. T'sais. Mais moi, je suis en contact avec des filles parce que ça marche pas toujours, les traitements. Puis je suis en contact avec des filles pour qui ça n'a pas marché. Puis, tu sais, elles vont bien, là. T'sais, elles vont bien, puis elles ont trouvé d'autres chemins dans leur vie, puis sont correctes, tu sais. Puis si ça marche, ben c'est cool aussi, ça passe, ton calvaire d'infertilité. Puis aussi, ben après ça, quand t'es maman, moi, c'est quelque chose que si j'en avais une deuxième ou un deuxième, c'est quelque chose que je saurais plus maintenant. Tu sais, parce qu'un moment donné, je me rappelle la bercer, puis là, t'es fatiguée, puis là, tu sais, c'est ça, là, t'es dans les débuts, puis je la berçais jusqu'à 11 heures tous les soirs, puis genre, j'étais pas capable de la déposer, puis là, je m'en rappelle, je la berçais, puis je me disais, ah, c'est ça ma vie maintenant. Tu sais, moi, je sors plus. Moi, maintenant, c'est ça ma vie, puis là, je trouvais ça quand même intense, tu sais, mais c'est pas vrai. Tu sais, ça passe. Tout passe. Tout passe, puis c'est dur à penser, puis tout passe rapidement au final. Donc, tu sais, c'est ça. Des fois, de se faire dire de profiter de chaque moment, des fois, ça peut être un peu difficile dans certaines circonstances, là, quand tu es complètement à bout, mais tu sais, c'est vrai que tout passe. Fait que ça, je trouve que c'est beau dans la maternité aussi. Absolument. Ouais. Puis dis-moi donc, en terminant, c'est quoi le titre de ton livre? J'ai écrit un livre qui s'appelle, parce que je me sentais très toute seule dans ce parcours, puis on en parlait peu. Fait que le titre de mon livre, c'est « Infertilité, traverser la tempête ». Et c'est chez Parfum d'encre. Donc, j'y raconte mon parcours. Mais tu sais, j'ai interviewé aussi un psychologue, une sociologue, d'autres filles qui ont vécu l'infertilité aussi. Puis voilà, pour essayer aussi de valider les émotions que ça suscite. Bien, merci beaucoup, Véronique. Merci à toi, Gabrielle.